Lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité, un détail apparemment protocolaire a brisé la routine diplomatique. Habituellement, le dossier du Sahara occidental se déroule comme une pièce de théâtre déjà répétée 1000 fois. Les mêmes postures, les mêmes formulations et des paragraphes qui reviennent comme des refrains usés. Mais cette fois, un acteur majeur a décidé de ne plus réciter la partition telle qu'elle était écrite. Vassili Nebenzia, représentant de la Russie, a remis au centre un principe que l'on croyait devenu décoratif: le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Non pas en note de bas de page, non pas comme un rappel moral, mais comme un cadre juridique structurant. Le message était clair: l'ONU n'est pas là pour homologuer des narratifs nationaux, encore moins pour valider des lectures politiques présentées comme des évidences. Cette intervention n'était pas un simple exercice rhétorique. Elle a forcé la résolution finale à revenir à la matrice onusienne, où l'autonomie proposée par Rabat n'est qu'une option parmi d'autres, et non la conclusion automatique du processus. Une nuance? Non, une rupture structurelle. Car le droit international se joue dans les lignes fines, pas dans les slogans diplomatiques. Pour beaucoup d'observateurs, Moscou a rappelé que le Conseil ne peut pas devenir une chambre d'enregistrement géopolitique occidentale. En filigrane, c'était un signal adressé à ceux qui pensaient transformer l'ONU en tribune de soutien automatisée à une solution préécrite. Un ministre marocain ou un conseiller occidental dira que ce n'est qu'un ajustement lexical. En réalité, c'est un changement de gravité. La résolution retrouve un équilibre, une symétrie argumentative et donc une crédibilité. Le résultat? Le processus n'est plus verrouillé par l'unilatéralisme narratif. La diplomatie reprend sa forme la plus exigeante, lente, encadrée et fondée sur la légalité plutôt que sur l'effet d'annonce ou les victoires médiatiques à tweet rapide. Cela ne signifie pas que les équilibres régionaux se renversent du jour au lendemain, mais cela signifie qu'une porte vient de se refermer sur les projets de solutions imposés et qu'une autre s'ouvre sur un retour au droit, aux procédures, à l'équité. Bref, la partie n'est plus jouée à sens unique. Et en diplomatie, cela vaut parfois plus qu'une révolution. Cela change la direction de la gravité politique. Pour ceux qui pensent que les résolutions de l'ONU ne sont qu'un exercice littéraire, détrompons-nous. Ce texte modifié n'est pas un poème diplomatique, c'est un réglage de logiciel géopolitique. Et dans la diplomatie onusienne, changer 3 mots peut déplacer 3 décennies de certitude. D'abord, le cœur du changement, le langage. Jusqu'ici, une narration dominante s'était imposée, celle qui semblait consacrer l'autonomie marocaine comme trajectoire naturelle, presque inévitable. Désormais, l'autonomie n'est plus sur un piédestal, elle redevient une option parmi plusieurs, dépendante d'un accord mutuel et d'un cadre juridique international. La règle non écrite, on ne discute plus du fond, vient d'être brisée. Le dossier revient sur la table avec son poids historique, ses droits, ses possibles. Ensuite, la temporalité. Le mandat de la MINURSO est prolongé d'1 an. Une simple ligne? Pas exactement, c'est la manière onusienne de dire. Le dossier n'est pas réglé ni par la communication, ni par la reconnaissance sélective de quelques capitales enthousiastes. Les casques bleus restent, le référent juridique reste, et la perspective référendaire qu'on croyait enterrée dans un tiroir poussiéreux n'est pas effacée. Dans le langage des organisations internationales, non supprimé signifie toujours vivant. Troisième mouvement, la méthode. Staffan de Mistura ressort renforcé. Pas comme un héros lyrique, mais comme un technicien de paix qui doit travailler sans pression, sans feuille de route imposée, sans résultat préannoncé. Message subliminal, assez des solutions en vitrine, place au processus
crédible. Cela ne fera pas grimper l'audience sur Twitter, mais en diplomatie, l'ennui méthodique est parfois ce qu'il y a de plus explosif. Enfin, ce texte introduit une idée que certains pensaient disqualifier, la souveraineté du droit, pas du récit. Il marque la fin d'une phase où la géopolitique tentait de s'auto-valider en proclamant l'issue avant la négociation. Désormais, la partie se joue à nouveau avec arbitre, règles et chronomètre. En résumé, le dossier quitte le marketing politique pour revenir au droit et ça change tout. Lentement, mais irréversiblement, pour peu que les acteurs comprennent que la patience n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Une décision onusienne n'existe jamais dans le vide, elle retombe toujours quelque part, tel un poids subtil mais réel sur les plaques tectoniques régionales. Dans ce cas, ce ajustement de langage, que certains diplomates auraient aimé classer en bas de page, vient se loger au cœur d'un espace déjà saturé, le Maghreb, ce voisinage tendu où le silence n'est jamais synonyme de paix, mais de pause stratégique. L'Algérie et le Maroc ne se livrent pas une simple rivalité diplomatique, ils sont captifs d'une compétition de légitimité. Chaque phrase onusienne devient carburant politique, chaque terme juridique un argument national. Du coup, ce retour à l'équilibre onusien agit comme un électrochoc. Il stoppe l'idée, trop répandue, qu'une dynamique unilatérale puisse s'imposer à la région par inertie ou par marketing géopolitique. Et cela dérange, parce qu'au Maghreb, l'illusion qu'un dossier peut se régler via des alliances externes, des reconnaissances symboliques ou des communiqués à forte teneur patriotique est confortable. La réalité est plus brute. Sans cadre multilatéral solide, la rivalité reste ouverte et la région reste bloquée. Pendant ce temps, le Sahel, ce corridor déjà vulnérable, observe instabilité politique, fractures militaires, compétition pour les ressources, avancée des groupes armés, transition politique sous tension. On connaît la partition. Dans ce contexte, l'absence de coopération maghrébine agit comme un multiplicateur de risques. Sans coordination frontalière, sans diplomatie sécuritaire, sans vision commune, le Sahel devient le théâtre où les conséquences du blocage diplomatique se matérialisent. Trafic renforcé, routes migratoires imprévisibles, vacuum sécuritaire. Bref, le Sahara occidental n'est pas une question bilatérale coincée à New York, c'est une charnière. Si elle se bloque, c'est tout l'arc nord-africain qui grince, jusqu'au Niger, au Mali, voire au golfe de Guinée. A l'inverse, une désescalade permettrait enfin d'imaginer ce que tout le monde répète sans y croire, un Maghreb productif, connecté, pivot énergétique, hub logistique et passerelle euro-africaine. Pour l'instant, on en est loin. Mais le rappel russe a une conséquence inattendue. Il force l'Algérie et le Maroc à agir non comme des géants vexés, mais comme des acteurs régionaux responsabilisés. On peut rêver, peut-être, mais en politique internationale, le simple fait de remettre la réalité sur la table est déjà une victoire contre l'auto-illusion. Après l'onde de choc diplomatique, vient maintenant la partie la plus impopulaire du travail international, la méthode. Pas les grandes déclarations, pas les images de poignées de main devant des drapeaux soigneusement repassés, non. La méthode, la vraie, celle qui se gagne au prix de réunions interminables, de paragraphes pesés au gramme près et de frustrations administratives dignes d'une série sur la bureaucratie internationale. Premier pilier, reprendre les discussions sans préalable. C'est banal à dire, mais révolutionnaire à faire, car dans ce dossier, chaque camp a passé des années à conditionner sa présence à des garanties qui, au fond, servaient surtout à ne pas s'asseoir à la table. Le Conseil envoie un message simple: on ne résout pas un conflit en commençant par expliquer pourquoi il est inutile de parler.
Deuxième pilier, distinguer les temps du politique et du pragmatique. D'un côté, les paramètres du futur, statut, garantie, forme d'expression démocratique, modalités éventuelles de consultation. De l'autre, les mesures de confiance, accès humanitaire facilité, mécanismes d'observation, canaux militaires de déconfliction, programme d'échange humain minimal pour briser l'isolement social et psychologique des familles séparées. Ce n'est pas poétique, c'est nécessaire. Troisième pilier, les garde-fous anti-dérapage, pas ceux qu'on annonce en conférence de presse, mais ceux qu'on active en pré-crise. Gel des provocations médiatiques, oui, cela inclut les analystes patriotiques sur YouTube. Canal discret d'alerte militaire, revue périodique au Conseil de sécurité, non pas pour applaudir, mais pour corriger. Dans un monde où la communication va plus vite que la réflexion, ces mécanismes ressemblent à des ralentisseurs sur une autoroute politique trop nerveuse. Ça ne séduit pas les foules, mais ça sauve des processus de paix. Cette transition n'offre ni victoire instantanée, ni récit triomphaliste. Elle impose une autre temporalité, celle où le succès ne se mesure pas en hashtag, mais en silence durable. La diplomatie sérieuse n'est pas spectaculaire, elle est efficace, souvent en coulisses, parfois dans l'ombre, mais toujours avec un objectif, faire en sorte que le jour d'après ne ressemble pas au jour d'avant. Et si enfin ce dossier sort du registre communication politique pour entrer dans celui de l'ingénierie diplomatique, alors oui, ce sera un tournant, pas une fin, un début. Le commencement du réel travail, celui qui ne fait pas rêver mais qui construit,